Et c'est vrai que des nullards, enfin, on ne peut pas faire pire. Et imaginez, tentative d'empoisonnement, puis on lui tire dessus, on le frappe à terre et on le jette, probablement, certainement, mais encore vivant, dans la Neva gelée. Donc on a tenté le fusil, l'empoisonnement, hein, et puis bon, il manque plus juste l'étranglement peut-être encore, hein, et puis bon, donc vraiment des amateurs absolument incroyables. Et ensuite, bon, bah, ils ont tué Raspoutine, mais ils n'ont pas de solution de rechange, hein, c'est ce que vous disiez. C'est absolument incroyable de voir que la monarchie s'est écroulée d'elle-même d'une certaine manière, avec personne pour prendre le relais, aucune figure importante. Alors, enfin, une figure capable de suivre un acte aussi important que celui-là. Hein. Bon, alors justement, Raspoutine, une fois mort, une fois assassiné, va être l'objet d'une dénonciation. Donc tout de suite, vous êtes passé sur les révolutionnaires de février, après l'abdication du tsar, février et mars. Donc, en effet, c'est eux qui commencent la construction de la figure de Raspoutine, hein, qui continuent cette construction de la figure de Raspoutine, et donc qui en font, au fond, qui commencent à mettre en place les éléments de critique contre la monarchie qu'ils ont mis à bas. Hein. Donc, ce mythe, en fait, et c'est comme ça que j'ai construit mon livre, en gros, il y a la moitié de l'ouvrage est sur ce qui se passe du vivant de Raspoutine, et l'autre moitié sur ce qui se passe après sa mort, y compris donc toutes les rumeurs autour de sa disparition, de son assassinat et des véritables coupables. Et ce qui était assez intéressant, quand on le prend dans cette perspective-là, c'est de voir que finalement il y a une assez grande unité entre ce qui se dit de son vivant et ce qui se dit après. C'est une question moins de différence de nature que de différence de degré. Et puis d'utilisation politique qui, excusez-moi, son vivant est plutôt dirigé contre la monarchie. C'est le cas aussi lors de la première glasnost, la première époque de transparence qu'a connue la Russie, donc en mars-avril 1917, on pouvait tout à coup tout dire, il n'y avait plus d'organes de censure, et quiconque s'improvisait censeur était sûr d'être lynché par la foule, donc c'est très pratique. Là, j'ai recensé à peu près, je sais pas, une soixantaine de brochures parues sur Raspoutine en 2 mois, donc vous voyez, on s'est vraiment déchaîné. Bon, elles se copient un peu toutes les unes les autres, hein, donc il n'y a pas grand-chose de croustillant dedans. Et puis aussi, le fait qu'il faut parler de Raspoutine pour parler de la fin de cet empire. Je crois que c'est le poète Alexandre Blok qui a dit que la balle qui avait tué Raspoutine avait achevé la monarchie. Beaucoup se sont insurgés dès l'époque contre cette idée, puisqu'ils considéraient que la monarchie était pourrie de l'intérieur depuis bien longtemps. Alors, on sait qui a tué Raspoutine, ça ne fait pas de mystère. Par contre, ce n'est en général pas ceux qu'on vous présente, et tout simplement parce qu'il était question de protéger le véritable coupable. Donc, il y a 2 personnes qui ont écrit un livre qui s'appelle Peu ou prou, j'ai tué Raspoutine. Un député ultra-conservateur, ultra-monarchiste, qui s'appelle Vladimir Pouchkevitch, qui était connu plus pour ses envolées lyriques à la tribune que pour son véritable travail, on va dire, de politicien. Donc c'était plutôt une sorte de Tartarin de Douma, quoi. Et puis Félix Yusupov, qui fait partie d'une très vieille famille aristocratique russe, et qui est apparenté directement au tsar, puisqu'il a épousé une des multiples nièces de Nicolas II, la belle Irina Yusupova. Et donc, il fait partie de la famille, et lui aussi a écrit cet ouvrage en 1927, J'ai tué Raspoutine, qui a donné ensuite un film pas mal du tout, en 1967, réalisé par Robert Hossein, présenté en avant-première au Festival de Cannes, et absolument encensé par la critique française de l'époque, et descendu par la critique étrangère, c'est assez bien. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y avait un troisième homme. Ce troisième homme, c'était le meilleur ami, voire le petit ami, on ne sait pas vraiment, de ce Félix Yusupov, qui était, ça, comme on disait à l'époque, inverti, ce qui n'empêchait pas au contraire de se marier, surtout à l'époque, et qui est Dmitri Pavlovitch. Qui est Dmitri Pavlovitch? Si on ne donne pas son nom, c'est que c'est un Romanov, et c'est tout simplement le cousin préféré de Nicolas II. C'est vraiment celui qui préfère, celui en qui voit éventuellement un potentiel héritier. Et on ne sait pas si c'est lui qui a eu l'idée de tuer Raspoutine, ça, les historiens sont bien en peine de trouver la chose. Mais en tout cas, on est sûr que Raspoutine, premièrement, n'a pas été empoisonné, puisque l'autopsie n'a jamais trouvé de poison dans son corps. Donc, ceci est une fable. Alors, on doit se poser la question, pourquoi avoir dressé cette fable?
Pourquoi cette fable de l'empoisonnement? À quoi ça sert? Ça sert forcément à noyer un poisson. Hein, si on procède, ceux qui aiment ici, j'ai entendu dans la librairie, ceux qui aiment les polars, si on parle d'un faux assassinat, c'est que ça couvre un vrai assassinat. Donc ça nous met la puce à l'oreille. Donc on va faire un peu les experts Saint-Pétersbourg. Ensuite, Raspoutine, on le sait, puisqu'on a eu la preuve avec une autopsie, il a été accueilli dans une pièce où soi-disant on lui aurait tiré dessus, et le rapport balistique ne fait état d'aucun impact de balle sur aucun mur. Dans une pièce qui est complètement beaucoup plus fermée que ça, avec des arcades, et c'est impossible, si on lui a tiré plusieurs balles dessus, qu'il y ait aucun... surtout que les balles ne sont pas restées dans le corps de Raspoutine. On n'a pas retrouvé les balles. Deuxième chose qui nous met la puce à l'oreille. Troisièmement, on a trouvé des traces de sang, qu'on a prétendu à l'époque être des traces de sang de chien, mais quelque part c'était vrai du point de vue du Soupov. Mais finalement c'était bien du sang humain, et c'était l'analyse ADN aurait montré que c'était du sang de Raspoutine. Eh bien, il a été abattu près du portail donnant sur le canal de la Moïque à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire à peu près à une trentaine de mètres de la bâtisse, en pleine nuit, avec une nuit à forte luminosité et un sol enneigé. Donc, qui est capable dans l'Assemblée de tirer à 30 mètres en pleine nuit sur un Raspoutine qui est en train de courir? Ça peut être qu'un militaire qui est entraîné. Félix Yusupov n'a jamais tenu un pistolet de sa vie. Vladimir Prushkevitch a un pistolet, mais qui est un pistolet de... Vous savez, c'est comme un pistolet que les femmes sortent dans les romans policiers pour se menacer de se suicider ou pour menacer leur amant, etc. Il ne sait absolument pas, il est très très fier de son pistolet, il n'en a jamais tiré un seul coup. Le seul qui est capable de tirer, c'est Dmitri Pavlovitch, qui est un des meilleurs officiers russes de l'époque. Et Nicolas II ne s'est pas trompé. Quand il a puni très très légèrement, et ce qu'on lui a reproché, les auteurs du crime, qui se sont dénoncés en envoyant une lettre stupide le surlendemain en disant que c'était pas eux, bravo les gars, ils sont un peu nuls. Hein. Vous ne m'avez pas accusé. Voilà, ce n'est pas nous, ces rumeurs sont absolument infamantes. Il n'a pas puni Purishkevitch, puisque de toute façon, il était perdu pour la cause. C'était un type qui ne comptait pas. Il a forcé Yusupov à se retirer sur des terres familiales à quelques centaines de kilomètres. Bon, ça va. Par contre, il a envoyé son cousin préféré sur le front de Perse, qui n'était pas un front très rigolo à l'époque. Oui, parce que les Russes aussi se battaient avec les Britanniques contre l'Empire perse. Enfin, il y avait toutes des histoires dans ce coin-là. Il y avait une partie de la Perse, au nord de la Perse, qui était occupée par les Russes. Donc, c'est vraiment une punition. Hein, être envoyé sur le front de Perse, c'est comme être envoyé à Stalingrad en 1942, si vous voulez. Voilà. Donc, si, en âme et conscience, Nicolas II a puni le plus sévèrement son propre cousin, sur la foi des rapports de police, on ne peut qu'en déduire que le véritable coupable est là. Et donc, pourquoi? Quelle est l'erreur de Nicolas II à ce moment-là? Tout outré qu'il soit, choqué, très vindicatif, je pense qu'il a même pleuré sans doute, eh bien, il ne peut pas faire passer son cousin en procès, parce que ce serait évidemment ouvrir la voie à un procès de l'autocratie. Et ce procès, il n'a pas lieu en décembre 1916. Par contre, il a lieu dès avril 1917 avec l'institution d'une commission extraordinaire, donc en russe on appelle ça une tchéka. Une commission extraordinaire, ça vient de là, ça veut dire qu'elle est temporaire en fait, hein, extraordinaire, d'enquête sur l'influence des forces obscures à la Cour et au Conseil des ministres. Sous-entendu, on va auditionner près de 60 hommes politiques parmi les plus éminents, y compris les 3 derniers anciens premiers ministres de Russie, pour leur demander en gros s'ils obéissaient à Raspoutine. Et ce qui est très intéressant dans ces procès-verbaux qui ont été publiés par les bolcheviks en 1927, enfin entre 24 et 27, c'est qu'il y en a beaucoup qui parlent de Raspoutine, puis il y en a beaucoup qui n'en parlent pas du tout. Et qui disent que Raspoutine, finalement, oui, il était là, effectivement, c'était un peu une présence étrange, mais qu'il y avait bien d'autres choses, il y avait bien d'autres signes alarmants. Et on fait donc le procès de l'autocratie à ce moment-là.